L'avenir de demain, c'est la jeunesse. Mais je ne pense pas, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Pour vous, vous avez voulu dire l'avenir de demain, ça sera toujours les mêmes dictateurs. Voilà. Parce que vous les recevez en grande pompe. Et vous les aimez bien. Paul Kagame, grand tueur, qui a descendu l'avion de Habyarimana, qui a tué des Rwandais Hutus avec des machettes. Et ces Rwandais Hutus fuient à Kinshasa. Et à Kinshasa, ils rentrent au Congo RDC pour massacrer encore d'autres. Et celui-là, vous le recevez en grande pompe à l'Élysée. Et Paul Kagame, qui parle bien en français, là, il a perdu. On ne parle plus français. C'est maintenant quoi? L'anglais. Pour montrer qu'il était colonisé par les Anglais. Mais grandement faux. Vous voyez comment on se moque du peuple noir? Non. Assez à la magouille de la France-Afrique. On en a marre. On en a marre. Nous allons écouter le grand voleur aussi. Hein? Voilà. Toujours votre cellule mafieuse. On écoute. Par définition, ces relations sont largement occultes. Donc il est très difficile de savoir où nous en sommes actuellement par rapport aux valises, aux mallettes, au financement des partis politiques. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu historiquement des volontés de rupture, à l'époque de la gauche en 81, notamment avec Jean-Pierre Cotte, récemment avec Jean-Marie Bockel. Il est vraisemblable que ces relations continuent d'exister, qu'il continue d'exister des relations complexes et complexées avec l'Afrique de la part de la France, voire de financement de partis politiques, comme l'a affirmé M. Bourgi, qui est bien placé pour en parler. Il faut évidemment relativiser également ce phénomène, dans la mesure où les relations entre la France et l'Afrique ne se réduisent pas évidemment à des questions de mallette. Ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, ces relations occultes par le biais de réseaux, qui ont été historiquement les réseaux de Foccart, ensuite repris par Guy Pen, et qui sont des réseaux, Bourgi, qui lui-même est un ancien des réseaux de Foccart, interviennent, ça concerne essentiellement les pays francophones, à commencer par le Gabon, mais ça concerne également le Sénégal, ça a concerné la Côte d'Ivoire, ça a concerné le Congo, et on va dire que ces relations occultes concernent principalement les pays francophones. Avec l'Angola, il y a eu également des relations en partie occultes, notamment qui sont traitées dans l'affaire de l'Angola Gate. Ceci étant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces relations, je dirais, bilatérales avec des intermédiaires, ne correspondent pas à l'essentiel des relations que la France a avec l'Afrique, puisque les grands intérêts économiques de la France en Afrique sont hors de ce qu'on appelle les pays du champ et hors des pays francophones. Historiquement, ELF a été important dans les pays francophones. Aujourd'hui, Total, et par exemple, intervient au Nigeria, intervient en Angola, intervient dans différents pays. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus une mondialisation, mais aussi une africanisation des relations. Et donc, les pays francophones sont encore caractérisés par des relations politiques relativement fortes par le biais de réseaux, mais les grands intérêts économiques français ne se trouvent pas en Afrique francophone. Effectivement, pour l'instant, Villepin et Chirac ont été effectivement accusés par Bourgi, mais également Jean-Marie Le Pen, donc le Front National. C'est peut-être un contre-feu à l'affaire Karachi, qui, elle, concerne plutôt le clan Balladur, et dont on parle beaucoup actuellement. Mais il est évident que les différents partis politiques français ont été concernés par ces relations occultes. À l'époque, disons, si on prend le cas de ELF, ELF avait M. Tarallo qui finançait plutôt le RPR, et M. Sirven qui finançait plutôt le Parti Socialiste. Et donc il y avait une société bancaire qui s'appelait la FIBA, qui appartenait à Omar Bongo, et qui était un lieu de recyclage, en gros, des fonds, des commissions vers les partis politiques. Alors évidemment, ce qu'on sait moins aujourd'hui, il y a quand même plus de contrôle, il est plus difficile d'avoir ces financements aujourd'hui par rapport au contrôle des organismes internationaux, du FMI, ou de ce qui se passe au niveau bilatéral. Donc l'importance vraisemblablement de ces financements par l'Afrique a quand même fortement diminué. Est-ce que ça a disparu? Je ne le pense pas.
Voilà. Est-ce que ça a vraiment disparu? Je ne le pense pas. Mais parce qu'au fait, ça continue toujours. Vous avez vu, Monsieur le Président? Là, nous allons passer maintenant sur autre chose. Hein? Nous allons passer sur autre chose. Mais avant tout d'abord, j'aimerais d'abord soulever un truc ici. Monsieur le Président Emmanuel Macron, avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais savoir comment ça se fait l'Afrique. Nous avons immensément de pétrole. Pas mal de pays d'Africains. Mais pourquoi ce pétrole n'en profite pas au peuple? Pourriez-vous me répondre? Pourquoi ces biens, l'or noir, n'en profite pas au peuple? N'en profite pas au peuple africain. Pourriez-vous me répondre? Mais cela en profite à l'Élysée. Toujours les détournements des fonds en Afrique pour l'Élysée et pour les députés véreux, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et les populations souffrent. Est-ce que c'est normal? Pas d'école, pas d'université, pas d'école primaire de ce nom. Les enfants sont assis en plein sol. Il y a des classes, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de cantine pour que les enfants puissent manger. Parce que des enfants qui viennent à l'école, le ventre vide, est-ce qu'ils vont continuer à être dans la classe? Ils vont sortir pour aller me chercher à manger. Voyez, Monsieur le Président, c'est ça le problème. Hein? Mais le pétrole, là, n'en profite pas à l'Afrique. On profite qu'à un système véreux. La Grande Loge de France qui a baptisé pas mal des dictateurs pour qu'ils deviennent des francs-maçons. Mais en Afrique, ils ont fait de l'Afrique les sièges de la franc-maçoncerie. Les crimes rituels, ils sont champions. Ils aiment bien boire le sang humain. Ils aiment bien se laver avec le sang humain et manger la chair humaine. Oui, ils adorent. Et tuer le peuple chaque jour. Ils adorent. Ils se prennent pour des dieux sur terre. Ils adorent. Nous allons suivre le pétrole. Ça fait mal. Pièces dans cette tour, c'est 100 000 $ par an. C'est cher, mais il y a de la demande. Ça, c'est avec Bill Clinton. Il m'a remis le prix de l'entrepreneuriat du secteur pétrolier. Je lui ai dit, où es-tu basé? Tu vas rentrer chez toi et dire à ta femme que désormais tu vas travailler au Nigeria. Allez, on envoie là, t'as plus. Là, ils boivent du cognac. Là, c'est du champagne. Le meilleur champagne. On importe du champagne car on en vend énormément ici. C'est notre consommation seulement pour vendredi et samedi soir. 450 bouteilles. Ça, c'est du pétrole brut. Quand vous mettez le pétrole, le feu peut vous revenir dessus et vous brûler. Les gens meurent en faisant ce travail. Il y a plein de gangs ici. On leur offre une protection, nous faisons la sécurité, nous sommes comme des gardiens de la paix ici. Donne-moi l'argent. Donne l'argent sinon je te gifle. Dégage d'ici si tu veux pas payer. C'est pas facile de travailler ici. Ils prennent notre argent, ils s'amusent et nous on souffre. S'ils continuent, les pauvres vont se lever, se battre pour leurs droits.
Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive. Nous sommes ce soir au nord du Nigeria, sur un charnier découvert dans la ville de Damasak, tout près de la frontière avec le Niger, par les forces nigériennes et tchadiennes qui ont récemment libéré cette ville. Les assassins s'appellent Boko Haram, cette secte islamiste qui contrôle une partie du Nigeria. Alors nous reviendrons ici, à la fois au Nigeria, mais dans l'Afrique sahélo-saharienne, pour vous raconter cette guerre contre le terrorisme au cœur de l'Afrique, qui concerne le Nigeria, mais aussi le Tchad, le Niger, le Mali et bien d'autres pays. Mais nous allons d'abord rester ici au Nigeria et vous montrer un autre visage de ce pays, qui est aussi la première puissance économique de l'Afrique. Il faut savoir que le Nigeria est un gros producteur de pétrole, et grâce à cet argent, eh bien, les villes se développent de manière considérable, notamment Lagos, qui n'a rien à envier parfois à Manhattan ou à Monaco. Au cœur des bidonvilles poussent aujourd'hui des marinas, des golfs et des gratte-ciel. Les nouveaux défis du Nigeria, c'est un film signé Éric de Clémy pour ses productions et Enquête exclusive. Avec sa skyline au bord de la lagune, ses embouteillages monstres, Lagos au Nigeria vit son heure de pointe. Kalachnikov à la main, cette escorte policière va devoir frayer un passage à ce gros 4x4 aux vitres teintées. Chaque déplacement de cette personnalité est jugé très sensible. Uju Efijika n'est ni une femme politique, encore moins une star du showbiz. C'est une milliardaire du pétrole. Je n'ai jamais été attaquée. Mais des menaces? Oui, vous en avez quand vous êtes dans un business comme moi. Mais je me suis préparée pour toutes les menaces. Au Nigeria, les plus riches comme Uju représentent des cibles potentielles pour les kidnappeurs. Ils les enlèvent et les échangent ensuite contre d'importantes sommes d'argent. En étant ralenti dans cette jungle urbaine, Uju est très vulnérable. C'est quoi le message? Le convoi ne doit jamais s'arrêter. On prend la route normale. Le chauffeur est en liaison radio constante avec l'escorte. Devant, les policiers jouent des coudes pour écarter les autres automobilistes. Pourtant, rien n'empêcherait cette femme de caractère d'aller sur le terrain au contact de ses employés. Ce jour-là, elle se rend sur l'un des bateaux de sa compagnie. L'inspection générale de ce cargo qui ravitaille sa plateforme pétrolière se fait en bleu de travail et casque de chantier sur la tête. Si la tenue est la même que ses ouvriers, il suffit d'écouter pour comprendre tout de suite qui est le patron. Pourquoi vous ne portez pas le bon bleu de travail? Hein? Qui leur a apporté cela? C'est celui qu'on leur a donné. Qui leur a donné cela? Il faut qu'ils se changent et qu'ils aient la même couleur d'uniforme que tout le monde. Uju Efijika, Allez, allons voir. ne doit pas sa réussite au hasard. Tu changeras tes bottes. Formée dans les plus grandes compagnies pétrolières américaines, elle est revenue dans son pays natal pour profiter à son compte de ce pétrole, la première richesse du Nigeria. À la tête d'un petit empire, elle mène ses employés d'une main de fer. Voilà. On va revenir. Hein. Vous voyez cette chaîne en bas? Nous avons entendu Monsieur le Président Emmanuel Macron. Pourquoi les Congolais de Brazzaville ne peuvent-ils pas rentrer à Brazzaville et travailler dans des plateformes pétrolières? Parce que c'est le pétrole du peuple congolais. C'est pas le pétrole de 8%. Est-ce que Sassou a un pétrole? Est-ce que le père à Sassou, qui était un grand villageois, Abbé Mboshi, Aoussa, venant d'ailleurs de la Côte d'Ivoire, parce que ses parents ont tué Robineau. Robineau, le colonisateur blanc. Ils les ont découpés et ont préparé Robineau. 8% a été, ses parents, déposés à Oyo. Oyo qui ressemble à une petite boîte de conserve, de sardines, bien serrée.
8%. Ses parents viennent d'ailleurs. Le pétrole du Congo appartient au peuple congolais. Mais 8%. Il en profite. Et vous, vous en profitez, la France. Vous faites souffrir le peuple congolais. Les hôpitaux fermés. Les écoles, rien du tout pour le peuple. Et ça, vous le recevez en France en grande pompe. Il y en a marre. Il y en a marre, Emmanuel Macron. Regardez le Niger. Regardez. Cette femme, elle vient des États-Unis et d'origine du Nigeria. Mais elle est rentrée chez elle et elle travaille dans le pétrole. Pourquoi pas les Congolais? Mais les Congolais sont des esclaves de la France. Il y en a marre. Elle est rouillée. Et pourquoi il y a une tache d'huile là? Obsession du détail technique. Et en bonne patronne, Madame Ifejika a aussi l'obsession de la propreté. L'état de la cabine du bateau va la faire sortir de ses gonds. C'est totalement inacceptable. C'est pour ça que je suis énervée. Et peu importe si l'équipage n'est composé que de marins bien virils, au Nigeria, ceux qui ont le pouvoir le font savoir. J'ai besoin de savoir. Même le capitaine ukrainien en prend pour son grade. Voyez, tous autant que vous êtes ici, peu importe si vous êtes ingénieur ou simple matelot. Qui est le chef de pont ici? Pourquoi n'avez-vous pas nettoyé et dépoussiéré cette cabine? Vous comprenez? Je n'accepte cela de personne. Et si je reviens et que ce n'est pas propre, et je ne vous dirai pas quand je reviens, mais si je reviens et que ce n'est pas propre, je vous vire tous. Dans la minute, vous quittez le bateau. Donc vous tous, vous allez chercher de quoi nettoyer cette cabine. Et vous commencez immédiatement, avant que je m'en aille. Allez-y, commencez immédiatement. Si j'ai besoin de crier, je crie. Si je dois hurler pour obtenir les choses, je le fais. Mais je ne regarde pas les obstacles, je regarde ce que je dois accomplir. Que ce soit sur la propreté. Chaque appareil doit être remis en état et nettoyé. Ou pour prendre des décisions stratégiques pour son entreprise, Uju Ifejika contrôle tout. Il a fallu à peine 10 ans pour que cette Nigériane bâtisse sa fortune colossale dans le pétrole. Le pétrole, c'est la richesse du Nigeria. Celle qui en grande partie a permis à ce pays d'Afrique de l'Ouest de devenir récemment la première puissance du continent africain. Et c'est à Lagos, la capitale économique, que l'on ressent le mieux cette effervescence du pays. La richesse se voit dans la rue. Les milliardaires exubérants se déplacent en Porsche, Rolls-Royce et parfois même en jet privé. Ils se divertissent au golf, défilés de mode et champagne pour satisfaire cette jeunesse dorée avide de consommation. Une mégalopole en pleine explosion où l'immobilier est plus cher qu'à Paris ou qu'à Londres. Un 4 pièces comme celui-ci, c'est 100 000 $ par an. Ici, les projets de construction les plus fous sont menés. Mais pour faire place à ce nouveau Lagos, toute une frange de la population est sacrifiée. Dans les bidonvilles, la guerre est déjà déclarée. Et pourquoi ils nous harcèlent? Nous ne voulons pas qu'ils restent sur notre terre. Pour conserver leur terre, les habitants se battent contre l'avancée des promoteurs immobiliers. Dans ces quartiers, la population doit aussi faire face à la menace des gangs armés. Affrontements quotidiens, drogue et raquettes. La police en sous-effectif tente tant bien que mal d'endiguer cette violence. Eh, qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Dégage d'ici si tu ne veux pas payer. T'es folle ou quoi?
c'est bon, on en a un. Une population abandonnée, dans un pays pourtant très riche. Paradoxe du Nigeria, 11e producteur mondial de pétrole. Dans les stations-service, c'est souvent la panne sèche. Ouais. La population est régulièrement obligée de se fournir au marché noir. Voilà. Une filière tenue par des groupes armés que nous avons décidé de remonter. Donc nous avons suivi le Nigeria, hein, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Maintenant, nous allons aller ailleurs. L'Afrique va mal. Nous allons aller ailleurs. Nous allons d'abord suivre un peu ce qu'il dira par rapport à la France, la politique. Et après, nous irons ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. C'est quoi ça? Je mets play et après il s'arrête. Crise des Grands Lacs. Et donc, j'ai voulu comprendre quel rôle ils ont joué et pourquoi c'était eux. Très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient là pour donner l'apparence de neutralité. Mais leur rôle consistait surtout à tenir tête à la France dans le conflit qui l'opposait aux États-Unis dans la région des Grands Lacs. Et ce conflit tire ses origines, je dirais, des années 80. Quand Museveni arrive au pouvoir, les Américains décident de l'utiliser dans leur stratégie de déstabilisation du Soudan. Mais il y a aussi un regard braqué déjà sur le Zaïre, donc le Zaïre qui est l'actuelle République démocratique du Congo. Et en 90, le président Mitterrand va faire son fameux discours de la boule. Il va privilégier une nouvelle... En tout cas, il y aura une certaine réorientation de la politique française en Afrique en fonction des enjeux démocratiques. C'est-à-dire le président Mitterrand avait clairement fait comprendre aux chefs d'État africains que la France allait soutenir des États qui allaient s'ouvrir au processus démocratique. Et juste après, il y a eu la vague des conférences nationales dans les pays africains qui vont ouvrir la voie à la démocratisation de certains États. Mais c'est aussi en 90 que le FPR de Kagame va commencer sa guerre au Rwanda, le 1er octobre 1990. Et quand la guerre est déclenchée en provenance de l'Ouganda contre le Rwanda, la France s'interpose. La France et le Zaïre vont s'interposer. Et les Français, les troupes zaïroises, et aussi belges, mais qui jouaient un double jeu, qui sont intervenus soi-disant pour soutenir le régime du président Habyarimana, mais qui en sous-main soutenaient le FPR. Et donc les Français s'en sont rendus compte, et vont dévancer les Belges, ils vont repousser les troupes de Kagame jusqu'en Ouganda d'où ils étaient partis. Et ce détail est très important parce que Kagame, à partir de cet instant, va développer une certaine haine, une certaine hostilité envers la France. Parce que la France venait de s'interposer, venait de barrer la route à un projet non seulement rwandais, mais surtout américain, puisqu'il y avait les Américains et les Britanniques derrière les troupes de Kagame qui ont envahi le Rwanda en 1990. Et durant cette période-là, parce qu'on a souvent dit que la France a soutenu
le président Habyarimana. C'est vrai, mais ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que la France a exercé d'énormes pressions sur le président Habyarimana pour qu'il s'ouvre au processus de démocratisation. Et la France a également exercé d'énormes pressions sur le président Mobutu du Zaïre, qui était l'allié du président Habyarimana. Et donc, ce que les Français n'ont pas compris, c'est que en exerçant une forte pression sur ces deux alliés, ces deux chefs d'État, les Français faisaient l'affaire des Américains qui brandissaient le drapeau de la démocratie comme la France, mais qui en sous-main visaient plutôt à redéfinir la carte géopolitique de toute la région des Grands Lacs. Et donc, lorsque la France décide de ne pas fournir des armes commandées par l'armée rwandaise pour faire face au FPR, ça fait l'affaire des Américains. Et dans un cadre diplomatique, les Américains se félicitent du rôle des Français en mettant la pression sur le président Habyarimana et sur le président Mobutu. Or, les Français, eux, comme je l'ai dit, eux, avaient en tête la démocratisation du Rwanda, l'ouverture démocratique, que ce soit au Rwanda ou au Zaïre. Et les Américains disaient aux Français, on vous soutient, effectivement, il faut la démocratisation du Rwanda et du Zaïre, mais en sous-main, soutenait l'autre camp qui envahissait, qui avait envahi le Rwanda et qui terrorisait les populations civiles. Ce sont des détails importants parce que très souvent, on a présenté la France comme étant responsable du génocide pour avoir soutenu des génocidaires. Bon, comme l'a dit Charles, le tribunal pénal international pour le Rwanda n'a jamais été capable de prouver la planification du génocide, mais on brandit toujours ce qualificatif de génocide pour décrire les Hutus. Et dans cette guerre, je me rappelle quand j'ai parlé au colonel Robardet, il m'avait dit notre intervention était bonne, mais sur le plan de la communication, nous avons été d'une nullité incroyable. Et c'est vrai, parce que si on veut comprendre l'histoire du génocide, il faut garder la forte campagne de désinformation, de propagande menée par Paul Kagame, qui était soutenu par les Américains. Et il a appris tout ça de ses maîtres américains. Et il dira d'ailleurs, il a dit, nous avons fait les choses d'une nouvelle manière. Donc nous avons gagné la guerre de l'information et nous l'avons conduit mieux que quiconque. Et dans ce dossier, les Français n'ont vu que du feu. Mais le président Mitterrand n'était pas naïf non plus, parce qu'il avait compris qu'il y avait une certaine application américaine, et quand il l'a compris, il a, en tout cas au niveau du Zaïre, parce qu'il faut rappeler un détail important, c'est que la guerre qui commence au Rwanda en 1990 ne vise pas le Rwanda, elle vise le Zaïre du président Mobutu, qui était aussi très proche de la France. Et donc, le Rwanda ne servait que de tremplin à une campagne militaire d'envergure que je vais aborder bientôt. Et donc, le président Mitterrand comprend cela, et le président Mitterrand décide quand même de soutenir le président Habyarimana en lui demandant de s'ouvrir au processus de démocratisation. Et je pense que ça a été l'erreur des décideurs français. Parce que quand vous analysez le dossier rwandais durant cette époque, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que les politiques et les militaires n'avaient pas les mêmes vues sur la situation. Les militaires qui étaient sur le terrain avaient clairement compris que derrière le FPR de Kagame, il y avait les Américains, il y avait les Anglo-Saxons, en tout cas les Américains, les Britanniques. Or, les politiques étaient un peu, entre guillemets, séduits par le discours propagandiste du FPR qui présentait ses adversaires comme étant des génocidaires. Et cette propagande, appuyée par la presse française, belge et américaine, avait eu raison d'eux. Donc, ce qui fait que quand les militaires faisaient des rapports, les politiques français ne prenaient pas vraiment en compte ces rapports. Ils pensaient que les militaires étaient simplement farouchement anti-Kagame et tout, et rien de plus. Or, les militaires avaient vu juste. Et donc, quand les Américains mènent cette guerre-là contre le Rwanda par Kagame interposé, l'une des stratégies consistera à utiliser les Nations Unies. Et c'est là où entre en scène le général Roméo Dallaire. Et le général Roméo Dallaire a été recommandé par le général Maurice Barril, qui était au département du maintien de la paix. Alors, le général Maurice Barril, qui est canadien aussi, est un proche du Pentagone. Donc le général Dallaire va permettre à Kagame de prendre le pouvoir, clairement, et quand vous lisez les rapports de fin de mission d'un officier du Bangladesh, il dit clairement que nous, les militaires du Bangladesh, en arrivant au Rwanda, nous ne savions pas que nous étions venus ici pour permettre au FPR de prendre le pouvoir. Et Jacques-Roger Boubou a d'ailleurs expliqué qu'à plusieurs reprises, les militaires du FPR se sont retrouvés dans les bureaux du général Dallaire
se faisant expliquer la carte militaire de l'arrière-pays. Voilà. Donc, dans cette guerre-là, parce que nous, dans le livre... On va passer maintenant à autre chose. Donc là, c'était pour vous faire voir un peu, parce que vous avez reçu Paul Kagame, votre bien-aimé, hein, monsieur Emmanuel Macron. Maintenant, nous allons passer à autre chose. C'est comme ça. Investigation bien faite. Les pays africains multiplient des investissements dans les forages pétroliers. Mais comment comprendre ce paradoxe? Sur le marché international, les pays africains multiplient des investissements dans des forages pétroliers. Mais comment comprendre ce paradoxe? Élément de réponse avec Jean-David Mihamlet et Michael Dibi. Question récurrente, pourquoi les entreprises pétrolières continuent d'investir dans de nouveaux forages en Afrique alors que les coûts du brut sont au plus bas? Angola, Sénégal, Kenya et tout récemment Congo, avec l'exploitation de Moho Nord, les investissements se poursuivent et les autorités semblent s'en féliciter. Le gisement de Moho Nord constitue la troisième phase du développement du grand pôle, Moho Bilondo Mobim, qui devrait permettre à notre pays de produire un peu plus de 280 000 jours en moyenne en 2017 et d'atteindre en 2018 le pic jamais connu de plus de 350 000 barils jour. Le Kenya et tout récemment le Sénégal feront bientôt leur entrée dans le club des producteurs africains de pétrole, tout comme au Congo, c'est Total, l'adjudicataire de l'exploitation, qui se satisfait. Nous sommes engagés à des travaux significatifs et en fonction du nombre de puits que nous ferons, cela se chiffrera autour environ de 100 millions de dollars pour pouvoir faire des travaux à la fois d'études sismiques qu'on commence, puis après aller forer. Et puis si c'est un succès, eh ben, on fera plusieurs puits, donc l'investissement pourra se chiffrer à plusieurs centaines de millions de dollars. Toujours est-il que l'OPEP tente de limiter la production du brut pour susciter une remontée des cours au plus bas. C'est la fin de ce numéro de Business Africa. Vous pouvez réagir via nos différentes plateformes de médias sociaux en français et en anglais ou même... On va suivre autre chose. C'est comme ça qu'il faut tracer. Voilà. Donc, partout ça va mal. Hein? L'économie repose sur les océans. Le Moyen-Orient est une plaque tournante du trafic maritime et l'un des principaux pourvoyeurs de la plus importante matière première, le pétrole. Ici, toutes les routes maritimes passent par des détroits. Ces goulots d'étranglement sont la clé du... L'économie mondiale repose sur les océans. Le Moyen-Orient est une plaque tournante du trafic maritime et l'un des principaux pourvoyeurs de la plus importante matière première, le pétrole. Ici, toutes les routes maritimes passent par des détroits. Ces goulots d'étranglement sont la clé du contrôle du Moyen-Orient. Et jusque-là, les États-Unis et l'Occident en étaient les seuls détenteurs. Le détroit d'Ormuz relie le golfe Persique et l'océan Indien. 1/5 du pétrole mondial est acheminé par ce bras de mer. Les tensions politiques entre l'Iran, Israël et les États-Unis en font un foyer de crise. Et tous ceux qui consomment du pétrole pourraient en subir un jour les conséquences.
Dans le sud-ouest de la péninsule arabique, le golfe d'Aden débouche sur le détroit de Bab el-Mandeb, terrain de chasse favori des pirates somaliens et des chasseurs de pirates. Ce sont les protagonistes d'une lutte sans merci, dont l'enjeu est le maintien de la domination occidentale dans la région. Au nord se trouve le canal de Suez, la porte de la Méditerranée. Pendant des décennies, l'Occident a contrôlé l'Égypte et le canal. Mais la situation est en train de changer. Après 500 ans d'hégémonie occidentale, la population locale reprend peu à peu le contrôle. Au Moyen-Orient, de nouveaux acteurs ont fait leur apparition. Il s'agit de pays éloignés qui sont eux aussi dépendants de la région et de son pétrole. Leurs navires sont toujours plus nombreux et leur influence s'accroît. Les intérêts des Chinois se heurtent aujourd'hui à ceux des Américains. Une seule puissance qui dirige le monde, ce n'est pas soutenable. De la Libye à l'Iran, de la Méditerranée aux côtes des pirates somaliens, les cartes du pouvoir sont redistribuées dans le grand jeu du pétrole. Tout tourne autour du contrôle des voies de navigation. La protection du trafic maritime est capitale pour la planète entière. Il n'y a pas de meilleur endroit pour observer ce match que le pont d'un navire en haute mer. Le Progress est un pétrolier de 228 mètres de long. Il transporte du kérosène entre le golfe Persique et l'Europe. Un petit maillon dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en énergie. Je m'appelle Alexandre Trudeau. Du golfe Persique à la Méditerranée, le Progress sera mon poste d'observation. Je veux voir comment les rapports de force évoluent au Moyen-Orient. Et comment une longue page de l'histoire se tourne pour laisser place à un nouvel ordre mondial. L'Occident a dirigé le monde par l'impérialisme et le néocolonialisme. C'était la réalité, mais c'est fini. Il ne devrait plus y avoir d'empire. Dans un monde divisé en une multitude d'États, on devrait faire du commerce pacifiquement sur la base du libre-échange. Mais la réalité est tout autre. The Barren Rocks of Aden, a piper's tune which is famous throughout the empire. The Barren Rocks. Le Moyen-Orient a vu naître et mourir bien des empires. La dernière bataille de l'Empire britannique a eu lieu à Aden il y a 50 ans. De là, les Anglais avaient assis leur pouvoir sur les routes et les passages maritimes. This port lives on oil, and it also protects the sources of that oil. Nous allons passer à autre chose. À tout moment, il faut que je montre différentes choses. Bon, c'est la grande mafia, hein, la mafia du pétrole. Et les peuples souffrent en Afrique. Les peuples n'ont rien. Au Congo-Brazzaville, on a immensément le pétrole, mais les peuples souffrent. Pas d'école. Sassou a détruit l'éducation nationale. 8% que vous avez reçu à l'Élysée. Pas d'université, pas de collège, pas de primaire. Les enfants sont assis en plein sol. Et 8% a fait de Oyo, la capitale de Brazzaville. Là-bas, Oyo qui ressemble à une petite boîte de sardines. Il y a des tablettes, des ordinateurs, des bancs pour des enfants. Mais dans tout le reste du Congo, Sassou n'a rien mis. Mais la France, qu'est-ce que vous voulez de nous? Emmanuel Macron, assez les jeux de la destruction des Congolais. Vous avez tellement tué le peuple. Et il y en a marre. Il y en a marre. Sassou de merde. Le PCT de merde. La diaspora, opposition, double visage de merde au Congo, à Paris, qui retarde à ce que Sassou parte. Car il y a pas mal qui sont des informateurs de Sassou. Ils appellent Sassou au téléphone. Allô, oui, monsieur le président, on a besoin des enveloppes kaki.
Oui, nous allons faire un travail pour tuer la diaspora à Paris. Et ils sont avec les gens qui se battent pour libérer Brazzaville. Ils sont là, mais au fait, ce sont des gens qui ont double visage. Ils ne veulent pas que la libération de Brazza se fasse. Et il y en a marre. La diaspora congolaise de Brazza, on leur donne le droit de manifester contre le concert de Roka Roka, la pute de Sassou de merde. Et vous, monsieur le président Emmanuel Macron, vous incitez à ce que ce jutoboy de Roka Roka joue. Et quand les Congolais appellent le Bataclan, on ose leur dire non, nous ne connaissons pas ce Roka Roka et il n'y a pas ce nom, il ne jouera pas. Or qu'en fait, il a joué. Mais c'est pour dire que la France est devenue un pays mensongère à fond et dans la magouille, la mafia. C'est une honte, monsieur le président Emmanuel Macron. Vous faites honte. Vous faites honte au peuple congolais qui vous ont rien fait. Connaissez-vous le peuple congolais? Connaissez-vous comment le peuple poule souffre? Connaissez-vous comment des Congolais meurent chaque jour au Congo-Brazzaville? À cause de celui que vous aimez recevoir à l'Élysée qui vous donne des valises d'argent et des mallettes d'argent. Honte à vous, monsieur Emmanuel Macron. Nous allons passer à autre chose. Il y en a marre. La France se tue. Elle tue chaque jour au Congo. Oui, elle fait mal, la France. La France veut voir les Congolais agents de sécurité. La France veut voir des Congolais soulever des sacs de ciment. Pendant ce temps, notre pays égorge des richesses et qu'aucun Congolais n'en profite. Juste une petite bande d'enfoirés de merde. Les Nguesso, c'est eux qui ont tout. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, Emmanuel Macron? L'Arabie Saoudite est une des sociétés les plus conservatrices du monde. Le style de vie flamboyant de certains membres de la famille royale. Cela jusqu'au matin du 11 septembre 2001. Lorsque nous avons appris que sur les 19 terroristes, 15 étaient saoudiens Du royaume. Allez, talon. Lorsque la société Aramco et les...
Émanciper l'Arabie saoudite de l'or noir, c'est l'ambition affichée par le vice-président. Saoudite de l'or noir, c'est l'ambition affichée par le vice-prince héritier Mohammed Ben Salman. À peine 30 ans, il est l'architecte d'une stratégie sur 15 ans visant à diversifier l'économie du royaume sunnite, actuellement dépendante à plus de 70% du pétrole. Le plan Vision saoudienne à l'horizon 2030 a été adopté ce lundi en Conseil des ministres sous l'égide du roi. Il repose sur l'introduction en bourse de moins de 5% du géant pétrolier Aramco. L'argent ainsi levé viendra alimenter ce qui a vocation à devenir le plus grand fonds souverain au monde. Nous nous attendons à ce qu'Aramco soit valorisé à plus de 2000 milliards de dollars, a-t-il déclaré, et jusqu'à 300 milliards de dollars d'autres actifs seront ajoutés à ce fonds dont la valeur actuelle est proche de 200 milliards de dollars. Donc au final, la taille de notre fonds public d'investissement sera dans une fourchette de 2000 à 3000 milliards de dollars. L'effondrement des cours du brut depuis juin 2014 a plongé les comptes de l'Arabie saoudite dans le rouge. En 2015, le déficit a atteint 98 milliards de dollars, soit 15% du PIB, en dépit d'une baisse des subventions sur l'eau et l'énergie. Il devrait être ramené à 87 milliards cette année grâce à la liquidation d'actifs à l'étranger. Nous visons des revenus non issus du pétrole de l'ordre de 160 à 267 milliards de dollars d'ici 2030, a-t-il précisé, pour partie tirée de l'investissement et de la diversification de nos investissements, de nouvelles opportunités, de l'exploitation de ressources jusqu'à présent négligées. Nous atteindrons nos objectifs de revenus au terme des 5 premières années. Le Fonds monétaire international, qui anticipe un ralentissement de la croissance saoudienne à 1,2% cette année, avait prévenu en octobre que, faute de réforme, Riyad serait à court de liquidités en 2020. Le plan du vice-prince héritier fait l'effet d'un choc dans un pays habitué à l'État-providence. De nouvelles taxes viendront financer une réforme de l'éducation pour former au métier du futur, le développement des activités culturelles et sportives, ainsi que du tourisme. Le plan vise à stimuler la création de PME hors hydrocarbures et à encourager l'entrée des femmes dans la vie active. Voilà. Nous allons voir autre chose. Pourquoi l'Arabie saoudite, eux, ils font immensement des grandes choses. Pourquoi pas le reste de l'Afrique? Pourquoi pas l'Afrique? L'Arabie saoudite, eux, ils ont immensement des biens. Pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi? Ça énerve. Un expert économique yéménite a révélé que Riyad dérobait les réserves de pétrole yéménite avec le soutien du géant français de l'énergie. Le Royaume aurait également passé un accord avec Washington pour empêcher le Yémen d'exploiter son pétrole. L'Arabie saoudite a ouvert un site pétrolier en collaboration avec la société française Total dans la partie sud de la région de Karkir, près de la frontière saoudienne de Najran, et exploite du pétrole dans les puits de la région, a déclaré l'expert économique yéménite Mohamed Abdelrahman Sharafeddin à l'agence iranienne Far News. 63% de la production de brut du Yémen est volée par l'Arabie saoudite en coopération avec Mansour Hadi, le président yéménite en fuite et ses mercenaires, a-t-il ajouté. En 2014, Feu Christophe de Margerie, PDG de Total à l'époque, avait en effet visité la capitale yéménite Sanaa pour rencontrer le président Abdrabbu Mansour Hadi et discuter de l'expansion de l'empreinte du géant énergétique français dans le pays. Selon le site internet de la présidence du Yémen, Christophe de Margerie avait alors indiqué que la relation avec le Yémen était stratégique et que Total développait ses sites pétroliers dans le pays. Selon l'expert Mohamed Abdelrahman Sharafeddin, Riyad achèterait des armes avec l'argent du pétrole volé au peuple yéménite et les fournirait à ses mercenaires pour pourchasser les opposants chiites du Yémen. En janvier, la coalition dirigée par l'Arabie saoudite
qui soutient la présidence de Mansour Hadi, a affronté un groupe de rebelles houthis dans la région de Bab el-Mandab, passage essentiel pour les 3,8 millions de barils de pétrole du Moyen-Orient destinés au marché occidental. Un accord entre Riyad et Washington pour avoir la main mise sur le pétrole yéménite. À la fin de l'année 2016, un autre expert économique, Hassan Ali al-Senari, avait déclaré que Washington et Riyad avaient soudoyé l'ancien gouvernement yéménite pour qu'il s'abstienne des activités de forage et d'exploration pétrolier, alors même que la recherche scientifique et les évaluations effectuées par les sociétés de forage internationales montrent, selon lui, que les réserves de pétrole yéménites sont les plus importantes de toute la région du Golfe Persique. L'Arabie Saoudite a signé un accord secret avec les États-Unis pour empêcher le Yémen d'exploiter ses réserves de pétrole au cours des 30 dernières années, a déclaré Hassan Ali al-Senari à Far News. Al-Senari a ajouté que les réserves les plus abondantes de pétrole yéménite se trouvaient dans les régions du Marib ouest, Al-Jaf nord, Chabwa sud et Hadramaut centre-est. Il a noté qu'une série de documents secrets publiés par Wikileaks ont révélé que le gouvernement de Riyad avait mis en place un comité spécial présidé par l'ancien ministre saoudien de la Défense, le prince héritier sultan Abd al-Aziz, ainsi que l'ancien ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal al-Saoud et le chef du renseignement du royaume. Les autorités saoudiennes auraient chargé ce comité de mettre en œuvre un projet de canal allant de l'Arabie Saoudite à la mer d'Arabie, en passant par Hadramaut au Yémen afin de ne plus avoir à utiliser les détroits d'Ormuz et de Bab el-Mandab. Il a réitéré que de nouvelles réserves de pétrole avaient été découvertes dans la province yéménite de Al-Jaf, ce qui pourrait potentiellement faire du Yémen l'un des plus grands exportateurs de pétrole de la région et du monde. Pendant ce temps, la guerre au Yémen continue. Depuis le début de l'intervention de la coalition arabe en mars 2015, plus de 7400 personnes ont trouvé la mort, et plus de 40 000 autres ont été blessées dans le conflit, alors que toutes les médiations de l'ONU et cette cessez-le-feu ont échoué. Voilà, nous avons suivi Monsieur le Président. Maintenant, nous allons passer à autre chose. L'Arabie Saoudite, le pétrole c'est génial, ils se sont enrichis. Mais le Congo-Brazzaville, rien. Il y a un continent où Christophe de Margerie a noué des liens particulièrement étroits avec des régimes contestés. C'est l'Afrique, sa chasse gardée. Nous sommes au Congo en 2008. Ce jour-là, le patron de Total inaugure une nouvelle plateforme. Cérémonie en grande pompe, aux côtés du président Sassou Nguesso, qui dirige le pays d'une main de fer. Le pétrole, une manne pour le Congo. Selon Christophe de Margerie, toute la population va en profiter. Pour eux, c'est un bon projet. Ils savent que ça va apporter des richesses à la ville.
Oui, apporter des richesses à l'Élysée et apporter des richesses à la bande d'enfoirés de merde de Sassou Nguesso. Oui, monsieur le président Emmanuel Macron, suivez bien cette vidéo. Ils sont contents. Et vous êtes content? 6 ans plus tard, nous sommes revenus au Congo, à Pointe-Noire, la capitale du pétrole. Pour exploiter l'or noir, Total reverse chaque année au pays 3 milliards d'euros. C'est la moitié du budget congolais. Derrière le port, les quartiers propres où vivent les expatriés. Mais Christian Munzeo veut nous montrer le vrai visage de sa ville. Il fait partie d'une association qui demande une meilleure répartition des richesses. Pour lui, Pointe-Noire, c'est surtout ça. Des routes défoncées, des décharges à ciel ouvert, des coupures d'eau et d'électricité quotidiennes. Dans ces bidonvilles, la moitié de la population vit avec moins de 2 $ par jour. Total fait du bénéfice dans un espace qui est totalement miséreux. Lorsqu'on fait du bénéfice du point de vue éthique, du point de vue moral, on devrait aussi directement ou indirectement contribuer à ce que l'environnement des citoyens qui vivent dans cet environnement change. Et pour nous, le passage de Marjorie, il est pour nous quelconque. Total verse tout de même 30 millions d'euros par an à des écoles, des hôpitaux et des petites entreprises locales. Implanté depuis les années 50 dans le pays, le groupe a aussi fait un investissement plus inattendu. Un pied-à-terre pour son PDG. À 400 km de la capitale, nous arrivons à Oyo, un beau petit village, avec ses rues bien entretenues, son hôtel 5 étoiles désert, et même un aéroport flambant neuf, qui ne reçoit que 2 vols par semaine. Ce village modèle, c'est celui de son Excellence, Denis Sassou Nguesso. C'est ici que se traitent les plus gros contrats du pays. Dans son jet privé, Serge Mouilly est venu spécialement de Brazzaville pour nous faire visiter ce village qu'il a en partie rénové. En 2011, à la demande de Total, l'entrepreneur a bâti une belle villa pour les séjours de Christophe de Margerie. Bonjour. Bonjour. Et donc voilà, une maison simple. Et on est loin de la maison du chef de l'État? On peut avoir 1 kilomètre. Ah oui, donc il s'est quand même installé en voisin, on va dire. Oui, en voisin, tout à fait. Des relations de voisins, des relations de copains. Encore une fois, le patron de Total avait une façon bien à lui de faire des affaires. Non loin de là, le soir, au bord de la rivière, il partageait un bon whisky avec le président. La partie Oyo, c'était plus une partie, je dirais, des relations qu'ils avaient fraternelles, amicales, se passaient ici. Ils échangeaient sur quoi alors? Sur les grands sujets du moment, sur la vie, la nature. Le président est très attaché à la nature. Denis Sassou. Non, Sassou n'est pas attaché à la nature. Non, 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 non. Il est attaché à la destruction du peuple congolais et à la destruction de la nature. Donc, le PDG de Total, si sa résidence qui a été construite collée à celle de Sassou, c'est parce que il y a le contexte de la loi de François Hollande qu'il avait mis instauré en France, le mariage pour tous, 2 hommes, 2 femmes. Donc Sassou et ce PDG de Total se rencontraient pour faire ce qu'on appelle saute amour, frottage des fesses. Frottage des fesses. Oui, l'amour. Saute-mouton. Oui. Oui. Et parler des détournements immenses. Comment faire pour détourner le pétrole? Envoyer le pétrole toujours aux intérêts pour la France et rien pour le peuple congolais. La vérité doit être dite. Et c'est ce qui se passe au Gabon. Le peuple gabonais souffre. Ils vivent dans des taudis. Des taudis, des maisons en tôle, des maisons en planche. Et
Pas mal ont des diplômes, mais ils ne travaillent pas. Hein. Ali Bongo